Philanthrope des temps modernes, les actions sociales qu'il pose de par le creuset de l'association bénévole des premiers secours parlent pour lui, au point où il est surnommé le vagabond de la charité. Et pourtant, on en sait peu sur Hassan Hayek. À travers l'émission Actu People, il a décidé de se raconter et de par un récit de vie dont on va prendre connaissance d'un moment à l'autre. Mais bien avant, son actualité, c'est qu'il a été reçu récemment par le chef de cabinet du président de la République. Hassan, comment tu as vécu ce moment? Ça fait plaisir parce que là, on sait qu'ils nous suivent, ils suivent les bonnes actions. Et c'est une fierté, pas pour moi seulement, mais pour tous ces 350 000 bénévoles qui sont au quotidien, présents dans la vie des gens qui sont dans un besoin. C'est ce que nous essayons de faire et de véhiculer comme message. Un message de paix, d'amour et de joie. Et on essaye d'être un peu dans la vie des gens qui ont besoin de nous. L'État ne peut pas tout faire. Dans tous les pays du monde, une ONG, c'est une continuité d'un État. Et l'État ne peut pas taper dans la porte de chacun pour lui demander quel est ton problème. C'est là que nous, bénévoles de premiers secours, on essaye d'intervenir pour pouvoir soulager la vie de certaines personnes. C'est la première personnalité politique qui vous reçoit? Non, j'ai été... En tant que, quand je parle de vous, je parle de votre association. Non, j'ai été décoré par la ministre Marietou Koné. Et j'ai été reçu par beaucoup de ministres, par même le président Bédié, par la ministre Nassina Batouré, par beaucoup de personnalités politiques. Mais on arrive à faire la différence entre la politique et le social que nous faisons. C'est ce qui fait notre force aujourd'hui. On a pu réunir tout le monde pour une même cause sans parler de politique. Mais c'est là que j'allais en venir. Est-ce que lorsqu'on est dans une telle dynamique, on n'a pas peur de se voir happé par les hommes politiques quelque part? Après, ça dépend des objectifs qu'on se met. Vous savez, malheureusement, aujourd'hui, dans tout ce que les gens font social à travers le monde, directement, les gens pensent qu'ils ont une idée derrière la tête pour devenir quelque chose. Nous, on a voulu changer les choses parce que nous, on n'a aucune ambition. Nous, on est là pour les autres. La politique, certaines personnes, à cause de la visibilité, peut-être veulent avoir à côté d'eux. Mais après, c'est à nous de savoir faire la part des choses, savoir équilibrer les choses pour ne pas tomber dans un piège quelconque. On n'a aucun problème avec aucun parti politique. Au contraire, on aime tout le monde nous aime. Mais on est obligé de composer aujourd'hui avec la politique qui est en place parce que nous sommes la continuité du travail qu'ils fournissent. Donc, on a forcément, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, quand on te voit avec X ou avec Y, directement on te donne des titres. Mais avec le temps, on a pu éponger ce genre de bafouettage, on va dire. Voilà, cette perception des choses voilà, quelque part. Et voilà, les gens commencent à comprendre réellement que nous sommes là pour le bien-être et pas pour devenir. C'est vrai que tu es un habitué des tables des hommes politiques, mais cette réception de par le chef de cabinet du président de la République fait suite quand même à une grosse polémique sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas l'impression quelque part que c'est ce qui a fait qu'on t'a reçu au haut sommet de l'État quelque part? On ne reçoit pas quelqu'un au sommet de l'État à cause d'un buzz, qu'il soit positif ou négatif. C'est une multitude d'actions qui fait qu'on suit une personne. Et il y a toujours un point de départ. Peut-être que cette fois, ça a été le point de départ parce que c'est quand même la Côte d'Ivoire, c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire et c'est l'amour de la Côte d'Ivoire. C'est une fierté. J'ai été déjà allé voir à la présidence l'ASPR, qui est un ami, qui est un grand frère, mais pas de manière officielle. Cette fois, vraiment, nous sommes fiers parce que on voit que ce que nous faisons comme travail, on n'attend pas de reconnaissance, mais c'est bien perçu. Et ça, c'est vraiment, ça nous touche et ça nous fait honneur parce que les gens sont contents de nous. On va dire ça comme ça. C'est juste, ça n'a rien à voir avec le buzz des réseaux sociaux. Tout de même, lorsqu'on voit la symbolique du drapeau que tu tends pour faire la photo de fin, on se rend compte que c'est une suite logique, quelque part. Vous savez, on est ambassadeur de la FIF. OK. Les photos que vous avez vues, c'est les shootings de la FIF.
la Fédération ivoirienne de Lorsque football. tu es parti avec le drapeau, on t'a vu poser avec... Ah non, monsieur- ce Voilà, drapeau, le c'est message moi pas. que j'ai confectionné. Voilà, tu es parti avec le drapeau. Oui, bien et sûr. on te voit poser avec le Bien sûr. chef de cabinet du Quel président de est- la République quel est- pour quel est- affirmer davantage. Voilà, Quel comme ça, est le- la quel est symbolique le- était trop flagrante, en fait. Quel est le meilleur cadeau qu'on peut offrir? Parce que qu'est-ce qu'on peut offrir à la présidence qu'ils n'ont pas et qu'ils n'ont pas déjà vu? C'est forcément un emblème. C'est parce que le temps était court. Sinon, on allait peut-être faire une statue, on allait faire quelque chose pour dire merci. Et il n'y a pas plus fort que les couleurs d'un pays et le drapeau pour dire merci à quelqu'un et qu'on est reconnaissant par rapport à tout ce travail fourni. Ce que je disais dans un de mes directs, seul l'aveugle ne voit pas comment le pays a changé. Donc, qu'on arrête de nous dire que nous sommes là contre X ou contre Y par rapport à X ou par rapport à Y. Nous sommes apolitiques. Nous travaillons en symbiose avec tout le monde pour un développement meilleur pour la Côte d'Ivoire. Nous avons pour priorité la Côte d'Ivoire pour qu'elle soit présentée comme exemple partout à travers le monde. Et c'est dans cette optique que nous sommes là aujourd'hui. Donc on a pensé nécessaire, mes bénévoles et moi, d'offrir un drapeau symboliquement pour dire merci pour tout ce travail abattu au quotidien par l'État ivoirien. Et merci de nous avoir aussi honorés parce que tous mes bénévoles étaient contents, parce qu'ils ont vu qu'il ne faut pas faire toujours des bruits négatifs ou négatifs pour pouvoir être reçu par quelqu'un. Et ça, c'est une fierté aujourd'hui. Intéressons-nous à cette polémique sur les réseaux sociaux. Comment tu l'as vécu? Vous savez, le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont des pays frères. Eto'o, il est aimé au même titre que Drogba ici. Et sa femme, Georgette, c'est une Ivoirienne. On a toujours été amis, j'ai beaucoup d'amis ivoiriens. Je pense qu'il y a eu des choses qui sont allées un peu trop loin, d'abord. Il y a quelque chose qui a engendré quelque chose. Mais moi, je me disais que peut-être que Eto'o devait passer directement un message pour dire que Dieu, on met ça dans un amusement et puis on passe à autre chose. Mais il y a eu des choses qui se sont faites. Malheureusement, c'est comme un chapelet, quand il se coupe, ça commence à se déverser de partout. Et à un moment donné, c'était devenu incontrôlable. Ce qui est dommage, c'est que c'est la virulence des personnes qui sont toujours en Côte d'Ivoire ici qui a enclenché une polémique. Et ça, je pense qu'il y a un regret quelque part. Et malheureusement, vous savez, la fierté de l'être humain, des fois, ne le pousse pas à venir reconnaître ses torts. Il y a eu aussi de notre part assez de virulence sur les réseaux sociaux parce que on défendait les couleurs de notre Côte d'Ivoire. Les gens vont dire non, mais c'est pas sur les réseaux sociaux que ça se fait, mais c'est sur les réseaux sociaux que ça a été déclenché. Et je l'ai vécu comme si c'était des attaques personnelles parce que, vous savez, c'est pas la couleur de peau ou la nationalité qui peut changer quelque chose. C'est plutôt lorsque vous écoutez l'hymne national de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous ressentez au fond de vous, qui vous permet de voir si vous êtes réellement intégré dans un pays ou pas. Et quand on écoute l'hymne national de la Côte d'Ivoire, moi j'en ai la chair de poule. Donc je me sens dans l'obligation des fois de sortir. C'est plus fort que moi. Nous sommes des êtres humains, c'est pas parce qu'on est des personnalités publiques ou des célébrités que il faut qu'on bloque. Non. Il y a des choses qui dépassent l'être humain. Et il se sent obligé de sortir. Parce que ça sort de mon cadre de social. Je n'aime pas qu'on porte atteinte à un pays qui m'a reçu, qui m'a fait découvrir aux yeux du monde, parce que je suis vendu comme étant un Ivoirien, malgré que je n'ai pas de nationalité encore ivoirienne. Mais je suis vendu dans tous les pays où j'ai reçu des titres. Même à Kigali, où les présidents ont signé un titre pour moi en tant qu'Ivoirien. Donc je suis dans l'obligation d'être un ambassadeur. Tu as fait la demande de la nationalité ivoirienne entre-temps? Pas encore. Je vais la faire très bientôt. Ok. Pas Vu que encore. tu en parles, c'est pour ça que je fais un peu Pas encore. la petite parenthèse. Pas encore. Mais pour en revenir à cette polémique, on a eu l'impression d'avoir deux camps opposés incarnés par deux personnalités publiques des réseaux sociaux. Je vais parler de toi et de Makosso Kamil, bien entendu. Comment est-ce que toi, tu as jugé, on va dire, la prise de position de Makosso? J'ai fait la promesse dans des réunions, c'est 72 heures, avec des hommes politiques et des hommes religieux, de ne plus débattre de ce sujet.
Chacun sait ce qu'il veut, chacun sait ce On qu'il n'en débat cherche. pas, hein. Alors là, pas du tout. Oui, oui. C'est juste un point de vue qu'on Oui, te oui, demande, chacun tout simplement. sait ce qu'il veut, chacun sait ce On qu'il n'est pas là cherche. pour des attaques frontales. Bien sûr, bien C'est sûr. juste de commenter Voilà. la position que lui il a eue, tout simplement. Je suis un homme de parole. Je ne recule pas devant quoi que ce soit. Mais je suis un homme de principe. C'est ce que je dis. Il peut avoir sa vision qui est en contradiction avec notre vision. Tout simplement, ouais. Mais on est des grands garçons. Chacun va assumer ses choses et puis on va avancer. Quand tu dis chacun va assumer, c'est quoi? Tu comptes porter plainte parce que peut-être il y a eu des attaques verbales ou c'est quoi? Moi, je suis quelqu'un, je fais du social. Donc, je cherche le bien-être de Mais parce que chacun. quand tu dis chacun va assumer, c'est Chacun quand même va assez... assumer parce que, Dans quel sens? dans le sens où aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Chacun a son image, chacun a sa façon de percevoir les choses. Et aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que c'est le clash, c'est moi et le général Kami Makosso. Non. Aujourd'hui, il y a un problème avec les Ivoiriens, pas avec moi personnellement. Moi, j'en ai fini avec ce débat. J'ai pardonné tous ceux qui m'ont insulté. C'est pas à moi Pourquoi retenir ceux qui t'ont insulté, justement? Parce qu'il y a eu beaucoup qui t'ont soutenu, tout de même. Parce que, non. Pourquoi tu ne verrais pas le verre à moitié plein? Parce que c'est des groupes. C'est des groupes, en fait. Quand je parle de ceux qui m'ont insulté, c'est pas les followers qui nous ont insultés. C'est aussi des personnalités publiques ou des blogueurs qui m'ont insulté. Et je le retiens parce que c'est des groupes, en fait. Et nous sommes au milieu des deux groupes. Vous savez, on ne vous cache pas. Vous êtes aussi connectés que nous. Il y a le groupe des général Kami Makosso, il y a le groupe des Apuchu National. Et nous, on se retrouve au milieu des deux. Et on n'en a rien demandé à qui que ce soit, malheureusement. Mais j'ai dit, je pardonne à ceux qui m'ont insulté parce que beaucoup m'insultent sans me connaître. Mais aujourd'hui, le problème n'est pas Sanayek, ni le général Kami Makosso, ni le frère Apuchu National. Aujourd'hui, le problème, si vous voyez sur la toile, tout le monde s'est levé d'un seul homme pour dire qu'on peut tout faire, oui, mais on ne peut pas s'amuser avec le drapeau ivoirien. Moi, personnellement, j'ai pardonné il y a longtemps. Je suis passé à autre chose. Quand je dis les gens vont assumer, c'est-à-dire aujourd'hui, on va savoir qu'on ne s'attaque plus aux valeurs, à la culture et au drapeau ivoirien. Et toute personne qui va venir, ne serait-ce que pour faire un buzz ou pour jouer avec, je pense que les Ivoiriens sont assez matures aujourd'hui pour se lever, pour lui dire il faut que tu stoppes à un moment donné. Donc moi, à ce niveau, je suis déjà passé à autre chose, je suis concentré sur mes actions. C'est un message assez fort tout de même, un message très très fort. Mais pour revenir là-dessus, je crois Molari a fait une publication où il demandait à te rencontrer, toi et puis Je viens Makosso. de la voir avant d'arriver ici d'ailleurs. Ok, parfait. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai eu Molar, qui est un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect parce qu'il intervient beaucoup dans le social. Et je lui ai dit ce que je pense réellement. Je lui ai dit la polémique avec moi, ce n'est plus au niveau de cette histoire. C'est au niveau qu'à chaque fois, on veut prendre ma nationalité, ma couleur de peau pour mettre devant, pour créer quelque chose. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Et comme c'est le grand frère et qu'il est dans l'optique de l'apaisement, bah, à un moment donné, s'il faut s'asseoir, il faut qu'on se dise les vérités parce que ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. Il faut qu'on s'assoie, qu'on se dise les vérités en tant que garçon, en tant qu'homme. Et chacun va prendre l'engagement de lâcher l'autre. Parce que on peut me coller beaucoup de choses, d'accord? On peut me dire beaucoup de choses. Mais on ne peut pas m'enlever cet amour de la Côte d'Ivoire et l'amour que les gens ont pour moi ici en Côte d'Ivoire. Parce que sincèrement, frère, qu'est-ce qu'on fait de mal en venant aider quelqu'un? Mais dans ça, des gens vont vous t'insulter, te spolier, te donner beaucoup de noms d'oiseaux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait de mauvais? C'est vrai, il faut savoir qu'il y a des attaques spirituelles sur des cas que nous, on va traiter. Vous savez, dans tout ce qu'on fait comme bien, le diable n'est pas content. D'accord? Et ça attise la haine. Et tu vois souvent, la haine te fait faire des choses. C'est comme quand tu bois beaucoup d'alcool et que tu es dans un état second. Et la haine, c'est pareil. C'est-à-dire, tu agis. Et après, tu vas t'asseoir. Quand cette haine va descendre, ou bien le daiko va descendre, tu vas te dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Vous comprenez? Donc, il faut avoir de la haine en soi pour développer encore cette haine. Mais on n'a pas cette haine entre nous ici. Ni vis-à-vis de nous,
ni vis-à-vis des gens qui sont à Vous avez l'extérieur. le partage, l'entraide. On aime ça, C'est ça. on aime ça. Mais Mollah, c'est un grand frère, on a beaucoup de respect pour lui. Si il pense que c'est pour le bien, oui, d'accord. Mais on doit quadriller les choses et chacun doit respecter sa parole. Parce que moi, je respecte toujours. Pour refermer la parenthèse, lorsqu'on voit la publication de Makosso Camille avec le président de la République, Alassane Ouattara, et qu'il dit lorsqu'il doit aller à la présidence, il va rencontrer directement le premier responsable de l'État de Côte d'Ivoire et non le chef de cabinet. Quel commentaire toi tu en fais? Sincèrement, je n'ai pas vu sa publication parce que je ne suis pas. Mais On a dû te quelqu'un faire des m'a envoyé captures une d'écran, capture. forcément. Quelqu'un m'a envoyé une capture et ça m'a fait plaisir qu'ils connaissent autant de personnalités. Nous, ce n'est pas vraiment les photos qui nous intéressent. Vous voyez? Nous, c'est plutôt ce que ces personnes sur les photos peuvent apporter quelque chose de positif dans ce que nous faisons. Outre les actions sociales, on en sait peu sur toi. On sait que tu es dans le domaine de la restauration, du textile et autres. Mais Hassan Hayek, c'est un parcours de vie. Tu peux synthétiser pour nous? Hassan Hayek, c'est quelqu'un qui a grandi à Djamé, au quartier rouge. Tu es né à Djamé? Je suis né à Dubaï. Je suis arrivé ici, j'avais 1 an. Ok. J'en ai 37 aujourd'hui. C'est un enfant qui a grandi à Djamé, au quartier rouge, qui a mangé à Dallas, chez les Hébriers, chez mes frères Hébriers. Tu allais à l'école où? À l'ILE de Trècheville, qui a mangé de la tchéké de Dallas jusqu'à elle est devenue... Donc tu allais à l'école jusqu'à quel niveau d'études? En terminale, après j'ai joué au foot pendant 2 ans au Liban, dans l'équipe championne du Liban. Et j'ai joué à l'équipe nationale du Liban et je suis revenu encore en Côte d'Ivoire. Mais même quand j'étais au Liban, je revenais chaque 2-3 mois parce que une fois que tu bois l'eau de la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas rester trop loin de la Côte d'Ivoire. Et après, je suis dans le domaine du textile parce que mon père était dans le textile. Après, j'ai ouvert moi seul mon business de textile. Malheureusement, quelqu'un volait mon courant et ça brûlait tout mon magasin. Et je me suis retrouvé dans la restauration. À chaque fois qu'une porte se ferme dans ma vie, Dieu en ouvre une autre. Et ça, je suis toujours reconnaissant à Dieu et à la Côte d'Ivoire et à tous les Ivoiriens. Dans ton enfance, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, que tu peux nous faire partager? C'est l'esprit du partage d'Adjamé. Vous savez, à Djamé, il n'y avait pas de blanc, il n'y avait pas de noir, il n'y avait pas de... Ça, c'est une généralité, mais une image forte. Toi, en tant que jeune homme, ayant grandi à Djamé, qui partait à l'école à Trècheville, et après, tu as fait tout son cursus jusqu'à la classe de terminale, forcément, il y a des faits marquants, de grands faits comme ça, qui t'ont marqué dans toute cette enfance, jusqu'à ce que tu retournes au Liban, où tu as joué au foot. Je veux dire, cette période-là, si tu peux te remémorer quelques faits marquants, ce serait bien. Pas dans la généralité. Non, j'étais très turbulent à l'école. Il y avait un professeur, un professeur de philosophie, qui aimait jouer les durs en classe. Et tu sais, moi, j'étais un cancre. Je ne bossais jamais. Mais bon, j'avais la moyenne. Dieu seul sait comment. Et il a Dieu seul sait comment tu trichais, c'est ça? Oh, pas tricher forcément, mais tout le monde triche quand même. Mais je suis quand même un peu intelligent, on va dire ça comme ça. Donc, ce professeur, il avait pris certains détails et il lui avait dit, pour que tu te fasses respecter dans la classe, il faut que tu arrives à calmer Hassan Hayek. Si tu n'arrives pas à le calmer, et il a pris le dessus sur toi dès les premiers jours, tu ne pourras pas aller quelque part. Et donc, il est rentré comme ça, il dit, c'est qui Hassan Hayek, lève-toi, patati patata. Et il a commencé à crier pour me montrer que lui, il est là. Moi, je lui ai rien dit, j'ai dit, écoute, à la sortie de l'école, toi et moi, on va se parler. Et quand il est sorti de l'école, il a vu que son rétroviseur est cassé, et j'avais fracassé ces trucs. Et le lendemain, il est venu en classe, il m'a appelé. On est sortis, lui et moi. Il me dit, Joe, on n'a qu'à se calmer, c'est mieux. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. L'alerte était trop forte pour lui. L'alerte était forte. C'était dans quel lycée, ça? C'est dans la même école. J'ai terminé à l'ILE de Trècheville. Ça m'a valu un renvoi, d'ailleurs. l'ILE de Trècheville, c'est l'école, l'Institut, c'est l'école libanaise de Trècheville qui est juste à côté du Palais de la Culture. Oh, ok, c'est là que tu as fait tout son cursus. Ouais, c'est là que j'ai grandi jusqu'en terminale. J'ai été renvoyé en terminale, malheureusement, parce que ils m'ont attrapé avec une fille aux toilettes. Non. Ouais.
On m'a renvoyé. Donc, oui, mais on faisait rien, quoi. C'était son anniversaire. Bon, comme c'est, vous savez, avant et aujourd'hui, les choses ne sont pas développées mentalement comme maintenant. Donc, on m'a mis dehors. On m'a dit au revoir. Et c'est comme ça que j'ai rallié, j'ai rallié le Liban pour aller jouer au foot. Ton aventure footballistique, Oui. elle commence comment? J'ai grandi aussi au campus de Cocody où on jouait le Maracana. J'ai vu beaucoup de joueurs passer par là. Et je suis allé au Liban, j'ai fait un stage et j'ai vite été repéré et puis pris rapidement. C'était aussi talentueux que ça pour être pris oui, automatiquement comme oui, ça? Ici, Ou bien c'était vraiment avant quand tu disais au campus à Sanayek, tout le monde connaissait. En tout cas, il y avait un footballeur ici qui a même voulu m'envoyer en France. Mais mon maman n'avait pas accepté parce qu'elle a dit que tu vas aller en France, tu vas aller boire, tu connais nos mamans qui veulent toujours protéger les enfants. Et c'est dans ce contexte que je lui ai dit, je vais en vacances au Liban et j'ai fait un stage là-bas. Et j'ai été directement sélectionné, nous avons signé un contrat. Et je devais d'ailleurs aller en Allemagne, à Hambourg, pour faire un stage après les 2 ans. Et malheureusement, j'ai eu une blessure à l'épaule où j'ai dû me faire opérer parce que mon épaule n'arrêtait pas de sortir de sa place. Et le deuxième avait commencé. Et sincèrement, le football professionnel est très difficile parce que tu n'as pas de vie. Les gens qui voient les joueurs venir fêter, ils pensent qu'ils n'ont rien à faire, mais c'est phénoménal. Tu n'as plus de vie. C'est entraînement, 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 mise au vert, match, entraînement, entraînement, mise au vert, match. Tu n'as plus de vie. Donc tu attends cet instant. Et donc après 2 ans, je suis revenu en Côte d'Ivoire et j'ai voulu garder ça comme une passion. Parce que le professionnalisme, ça demande beaucoup de choses et je n'étais pas capable de suivre le rythme. Parce que j'aime la joie, j'aime la vie, j'aime m'amuser, j'aime sortir. Et c'était très difficile. C'est pour ça aujourd'hui que j'arrive à garder un peu la tête sur les épaules parce que je jouais dans des stades où il y avait 40 50 000 personnes. Et j'avais cette célébrité à partir de 17-18 ans. Donc, ça ne me fait ni chaud ni froid, ça ne me ferait pas en fait. Mais dans la vie, l'humilité est déjà à la base une religion et un succès. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Le domaine social, le déclic, ça vient de quoi? Il n'y a pas de déclic. C'est ce que toutes les personnes me posent comme question. Oui, il y a un fait quand même. Il n'y a pas de fait marquant. C'est vrai que là, lorsque vous créez l'association bénévole de premier secours, forcément, il y a eu une action ou bien quelque part, je sais pas, un SOS qui a dû te marquer. Tu t'es dit, mais là, il faut que maintenant je réagisse parce que quand tu finis ta carrière de footballeur, je vais te dire voir, pourquoi j'ai voulu faire bénévole de premier secours. Mais dans le social, ça fait 18 ans. J'ai grandi, mon père était beaucoup riche. Beaucoup riche. Il avait toutes ses affaires à Dubaï. Et malheureusement, quand il est rentré au Liban, il a mis son argent à la banque, il y a eu une faillite, il y a eu la guerre au Liban et tout ça. Donc, il s'est retrouvé à zéro. Mais à la base, mon père, c'est quelqu'un, avant de penser à lui, il pense aux autres. J'ai grandi dans ce milieu de partage. Je n'ai fait que suivre la tradition et j'ai fait développer ça. Mais pourquoi je me suis retrouvé sur les réseaux sociaux et bénévole de premier secours? Parce qu'il y avait un cas sur les réseaux sociaux, c'était le petit Mikou. Mikou qui avait lymphome du Burkitt et dont le père avait lancé des appels aux dons et il s'était dit qu'on ne peut plus rien faire. Donc le papa, si tu veux, il essayait de recevoir l'argent mais de ne rien faire. Et donc, comme c'était un cas lourd, c'était l'un des premiers cas lourds parce qu'habituellement, je partais sur la page de Eloge, je prenais les cas en avatar sans qu'il sache c'est qui. Il fallait que je me rende au CHU pour voir Mikou. Si c'est réel, qu'est-ce qu'il faut, s'il y a le plateau technique pour. Et là, quand je suis arrivé, quelqu'un a pris la photo, ma photo, et il a dit que voilà celui qui se cache derrière cet avatar qui fait du social en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, Mikou va bien. Mikou, c'est 27 millions après qu'on a payé dans une clinique privée de la place. Et comme je suis musulman, et que je ne peux pas dévoiler parce que ça perd en valeur ce qu'on fait comme bien, j'étais obligé d'aller demander à un homme de Dieu chez nous pour lui dire « Ah, vraiment, voilà ce qui se passe. Voilà comment je suis sorti sur la toile. » Mais je suis sûr et confiant que si je mets un groupe en place, ma voix peut porter. Au lieu de soigner une personne par jour, on peut en soigner 10. Et il m'a dit « Vas-y. » C'est comme ça que le soir, à 4 h du matin, j'étais assis et puis j'ai lancé bénévole de premier secours pour que ma voix porte lorsqu'il y a des cas sociaux que même quand on ne peut pas nous-mêmes gérer, quand on les met sur la toile et que je dis
Madame Dominique Ouattara ou Monsieur le ministre X ou Monsieur le ministre Y, nous avons un cas social qui nous dépasse, intervenez, ils puissent intervenir parce que c'est une manière aussi de faire du social. Et c'est dans cette optique que j'ai ouvert le groupe bénévole de premiers secours. Je ne m'y attendais pas autant de succès, mais en 48 heures, on était déjà à 17 000 personnes. Super. Et on a finalisé ça à 350 000 personnes. Et il y a des gens qui viennent. Mais on patiente, on trie les entrées parce qu'il y a beaucoup de formes d'arnaque et beaucoup de choses. Sinon, il n'y a pas eu de déclic. Mais c'est des milliers de personnes. Mais déjà, bénévole de premier secours, en 3 ans et demi, a déjà intervenu dans la vie de 13 500 Ivoiriens. 13 500 Ivoiriens. 13 500 Ivoiriens. 13 500. 13 500 C'est effarant comme chiffre. Oui. Combien de millions sont partis dans ce genre de cas? Je ne peux malheureusement vous dire parce que l'argent est virtuel. On ne le reçoit pas en espèces. On le reçoit sur des transactions. Mais seulement en fauteuil roulant, nous sommes à 1600 fauteuils roulants. En tricycle, nous sommes des ordonnances. Tout ça, on a la documentation. Mais pour vous dire qu'on peut chiffrer, c'est difficile de chiffrer parce que ça va vite. C'est-à-dire, tu as assis, tu as une ordonnance, un bénévole suit, l'argent s'en va, il achète et puis ça tourne comme ça. Vos donateurs, c'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est des sociétés, c'est tout le monde. Et nous prenons 100 francs, 10 francs, 20 francs, jusqu'à autant qu'on veut, mais c'est tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas Hassan Hayek. Hassan Hayek n'a plus cet argent pour pouvoir faire face à tout ça. Des fois, même, il y a des cas où je ne cotise même pas 5 francs. Il suffit qu'on valide sur bénévole de premier secours, avec la documentation, on a besoin de X montants, les gens envoient et mettent les montants en bas, on fait la déduction, quand c'est fini, on dit bon. Il y a d'autres même qui sont énervés, ils disent ils n'ont pas vu à temps, ils vont envoyer l'argent pour un autre cas. C'est tout le monde. Les ministres, les femmes de ministres, les femmes de personnalité politique, les femmes de personnalité publique, et le petit cabinet, la femme de ménage. Nous avons une femme de ménage qui nous envoie une fois 200. Pour dire que vraiment elle essuie le sol, mais elle ne peut pas rester en marge de ce qu'elle fait, de ce que nous faisons. Et elle veut participer. Elle a participé à hauteur de 200. L'Ivoirien est tellement gentil. Il a le cœur sur la main. Mais des fois, on a des prises de position qui sont incompréhensibles. Est-ce que bénévole de premier secours a un compte contribuable où les gens pourraient venir faire des dons? Nous avons finalisé les documents et depuis, nous avons ouvert le compte bancaire, oui. Ouais. Nous sommes juste en train de faire le site internet comme il faut. Et nous allons mettre à disposition le compte PayPal, le compte... Mais jusque-là, vous fonctionniez sans trésorerie aucune? Si. Ou bien il y a une trésorerie, qui est bien gérée? Qui est bien gérée. On est une ONG maintenant connue, marquée dans le journal de l'État ivoirien. Nous sommes une équipe constituée de 12 personnes, le bureau est de 12 personnes. Nos locaux sont à Abidjan Mall et on va déménager cette semaine. On a pris un autre local pour bénévoles de premier secours. Super. Pour que vous puissiez intervenir sur un cas, quels sont les critères? Les critères c'est moi qui les choisis. En fait, c'est moi qui valide les cas. On regarde en fonction de l'urgence, en fonction du plateau technique, parce que ce n'est pas tous les cas qu'on peut soigner ici, et en fonction de la disponibilité. Il y a des cas aujourd'hui, des gens me reprochent beaucoup de choses. On me dit, Hassan, tu sélectionnes tes cas, mais il faut forcément sélectionner les cas. Aujourd'hui, lorsque tu vois un cas, on te demande 10 millions pour un cas. Et que toi, en toute âme et conscience, tu sais que, même si tu n'es pas Dieu, mais tu sais qu'il n'y aura pas de réussite. Et qu'on sait qu'une opération dernière, c'est 150 000. Les 10 millions peuvent faire combien d'opérations dernières? Plus de 90 opérations dernières ou 80 opérations dernières avec des résultats positifs. Donc, on se focalise sur ça. Tant que le pourcentage de réussite est faible, on se dit on préfère se focaliser sur quelque chose où on sait que la personne va s'en sortir rapidement. Les maladies comme le cancer du sein, les hydrocéphalies, les problèmes de reins, insuffisance rénale et tout ça, on en a arrêté parce que c'est des maladies qui finissent pas. Et quand on fait un appel aux dons, on fait un appel aux dons une fois. Et on se doit d'avoir des résultats. Malheureusement, nous ne sommes pas les responsables de toutes ces maladies. Donc, certaines personnes, je comprends souvent leur mécontentement. Parce qu'ils se disent qu'ils nous ont contactés, mais on n'a pas réagi. Malheureusement, on n'est pas subventionné, frère. Et on ne peut pas réagir sur tous les cas.
Il y a des centaines La de... subvention va venir de toutes les façons. Vous allez signer une convention avec le Inch'Allah, ministère de la Femme. Inch'Allah. Et vous êtes à plus de 13 500 Ivoiriens que vous avez soutenus en ce jour. Il y a eu des cas spécifiques. Si on Pas pense- seulement ivoiriens, hein. Nous avons intervenu dans 23 pays différents. Parfait. C'est bien de le mentionner. Mali, même hier, on a géré un cas au Burkina Faso. C'est bien de le mentionner. Et bien sûr. Et c'est bien de pouvoir étendre en tout cas votre action sociale dans la sous-région. Ça, c'est vraiment à saluer. Mais on va prendre 5 cas spécifiques qui, toi, t'ont marqué dans toutes les différentes opérations que vous avez pu faire jusqu'à ce jour. 5 cas. Nous avons le petit Mikou. Nous avons les 2 filles qu'on a envoyées du Koweït, qui étaient en difficulté, qui ont failli même se suicider, qu'on a pu faire revenir. Nous avons la petite aussi qu'on a envoyée de la Malaisie, qui était en difficulté parce qu'ils lui ont dit qu'elle devait aller en Europe. On a pu rentrer, on a pu gérer. Et j'ai les Ivoiriens qui étaient bloqués à la frontière entre le Maroc et puis la Libye, je pense, qu'on a pu faire déplacer même les gars de l'ONU le même soir pour aller en Amérique, pour pouvoir les reprendre et puis les déposer dans le truc. Ça a été émouvant parce que c'était plus de 50-60 Ivoiriens qui ont fait même des vidéos sur les réseaux sociaux. Ils n'avaient pas de quoi boire et de manger. Parmi elles, il y avait des femmes enceintes qui ont au moins accouché sur place. Vraiment, on est fiers. On est à 4 là, le 5e cas. C'est une fille qu'on a envoyée au Liban pour la soigner. Le montant était très énorme. Et c'était 2 donateurs qui l'ont fait, 2 grandes sociétés de la place de ma communauté qui avaient un sarcome. Le montant est très élevé. Donc, on a pu l'envoyer au Liban avec son papa et sa maman. Elle a suivi les traitements et puis là, elle va très bien. Au-delà du fait qu'on te surnomme vagabond de la charité, si toi, tu dois te définir aujourd'hui, tu te définirais comment? Je suis un Zigueï. Ah ouais, Voilà. je m'y attendais pas. Je suis un Yang System, père à son nom, Maître Jules Bardot. Je fais partie des Yang. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On était tout le temps au dojo avec Maître. Et je suis un gars de terrain. J'aime aller au charbon. Je suis quelqu'un qui est têtu, qui ne recule pas, tant qu'il est convaincu dans sa tête qu'il mène quelque chose de bien. Donc souvent quand je vois les menaces et tout ça, ça me fait rire. Ça me fait rire. Tu évolues dans quel art martial déjà? J'ai fait du Shotokan. Et puis... Jusqu'à quelle ceinture? Et à faire des ceintures, on va le laisser. Faire des ceintures Ou bien tu es allé jusqu'au Dan, je sais pas. les bagarres de rue, parce qu'un Yang, c'est d'abord ça. Un Yang, ça ne recule jamais, voilà, comme on le dit. Ouais. C'est toujours langue au dehors. Hein. Donc les bagarres de rue, tu en as fait à Fusion quand même, à Djamé, c'est ça? J'en ai fait, parce que c'est ça qui a déboîté mes épaules à la base et tout ça. J'en ai fait. J'en ai fait. Et je suis quelqu'un... Il n'y avait pas un jour où je rentrais à la maison si je n'avais pas fait une dispute. Et les gens venaient voir mon père, j'ai fatigué mon père. C'est la seule chose où j'ai vraiment fatigué le vieux parce que chaque jour que Dieu faisait, je ne faisais pas. Les arts martiaux ne m'ont pas permis de me tranquilliser en fait. Quelque chose qui doit canaliser les choses, ça ne m'a pas permis de me tranquilliser. Surtout la période où je faisais un peu de boxe taille. Tu sais, tu te sens trop fort. Et puis voilà, tu démarres au cas de tout dans la jeunesse et tout ça. Mais c'est vrai que je suis un peu foin dans 2 jours là, mais ça aide dedans. La force est là. Tu t'es déjà retrouvé dans des bagarres sanglantes? Oui, j'en ai fait. On a été dans une bagarre à Marcouri, un 24 décembre, où il y a eu beaucoup de dommages. Beaucoup de dommages, beaucoup de blessés, beaucoup de choses. À l'arme blanche? C'est des coups de poing, des bois, des tabourets, des choses comme ça. Et c'est des choses qui arrivent dans la vie de quelqu'un. Tu as dit tantôt que ton père avait beaucoup d'argent. Comment est-ce qu'un enfant de famille fortunée peut-il se retrouver dans, on va dire, dans une telle sphère sociale, à se retrouver à faire de la bagarre, à évoluer dans... Quand il avait beaucoup d'argent, le vieux, on n'était pas encore là. C'est quand il a perdu cet argent dans la banque au Liban parce qu'il était rentré définitivement. C'est là qu'il est venu ici en Côte d'Ivoire, tu vois. Et c'était déjà gâté. Mais on n'a jamais senti ça. C'est quand on a eu vraiment les 17, les 18 ans que, voilà, on nous a expliqué certaines choses, pas lui, mais les gens qui sont autour de lui. Vous savez, l'entourage compte beaucoup dans la vie.
L'entourage compte beaucoup. Et lorsque vous êtes entouré toujours des zigueis, des gros bras, des gars qui sont toujours dans l'allée, forcément, on prend plaisir à aller passer. C'est la belle vie. C'est comme on dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, quelque part. Est-ce que forcément c'est des mauvaises compagnies? Je ne pense pas. Mais pour être aujourd'hui où on est et pouvoir canaliser les choses, il faut passer par là. C'est-à-dire que si je n'étais pas passé par là, peut-être c'est aujourd'hui j'allais faire ça. Avant que tu m'insultes, on se laisse. Mais aujourd'hui tu m'insultes, je te regarde, je rigole et puis j'avance. Tu vois? Il faut passer par là. Si tu ne passes pas par là, c'est que vraiment, c'est que tu n'es pas passé par quelque chose. L'école, la vraie école, là, c'est la rue, c'est à Djamé. Si tu vois qu'il y a un garçon à Abidjan, c'est qu'il est passé ou à Djamé, ou à Bobo, ou à Poy. Parce que si tu n'as pas fait, tu n'as pas galéré, tu n'es pas allé dans la rue, tu n'es pas allé dans les mouvements, dans les petits maquis, dans les petits couloirs, dans les petits gloglos là. C'est que ton zigueï là, ou bien ta façon de faire là, c'est trop sophistiqué pour nous. C'est clair. Nous, on est dans le jazz. Ton père, il perd tout lorsqu'il décide de s'installer en Côte d'Ivoire. Mais comment il fait pour rebondir? Il y avait beaucoup de gens qui l'avaient aidé, qui étaient déjà ici en Côte d'Ivoire, qui l'ont permis de développer un peu dans le domaine du textile. Et un peu, il s'est remis sur pied. Si on n'est pas issu, quand on est venu, on n'est pas issu d'une famille riche. Moi, mes parents, je suis un enfant de pognon. Il y a des jeunes Libanais, il y a des jeunes Ivoiriens qui sont nés pour trouver. Et aujourd'hui, ils sont à l'aise parce qu'ils ont trouvé. Mais aujourd'hui, nous, on cherche pour nos parents aussi. C'est ça notre rôle, parce que je suis le fils aîné. Et quand tu es un enfant de pognon, tu sais où tu es, tu sais d'où tu viens et tu sais où tu vas aller. Parce qu'on sait que tout ce qu'on fait, tant qu'on n'a pas la bénédiction du père et de la mère, c'est comme zéro. Donc aujourd'hui, dans ma logique et dans ma priorité, avant de dire je cherche pour moi, il faut que je les mette eux à l'aise. Tu te sens beaucoup plus ivoirien que libanais ou plus libanais que ivoirien? Sincèrement, je me sens plus ivoirien que libanais sans renier mon origine. Parce que quand je descends au Liban, même sans GPS, je ne peux pas circuler. Je connais mon village, oui, parce que je partais voir mes grands-parents. Et c'est à côté de chez moi, Jésus a transformé l'eau en vin. C'est à Cana, je suis de Cana. Mais après, dès que je quitte ce village, il faut que je circule en GPS. Je ne connais pas. Je me sens plus ivoirien parce que je maîtrise la culture ivoirienne, je maîtrise la mentalité ivoirienne, je m'exprime un peu avec cet accent ivoirien qui est devenu une identité, mais sans renier mon origine parce que je ne peux pas cacher mon origine. Mais il faut savoir aussi, je ne suis pas le porte-drapeau de la communauté libanaise. Sincèrement, pour tous ceux qui me connaissent, c'est très rare de me voir assis avec un frère libanais. C'est la question que j'allais te poser. Quels sont tes rapports justement avec la communauté libanaise? J'ai des bonnes relations, mais sans plus. Vous savez, c'est comme le Libanais est comme l'Ivoirien. Le Libanais là, est comme l'Ivoirien. C'est pour ça qu'ils s'insultent tout le temps, mais ils sont toujours ensemble. L'Ivoirien, quand il va en Europe, son premier objectif d'abord, c'est arriver à avoir ses papiers. Et quand il a ses papiers, il va envoyer toute la famille là-bas. Le Libanais, c'est pareil. Quand il arrive à Abidjan, il se positionne et il va envoyer sa famille ici. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'Ivoirien et le Libanais ont la même mentalité de chercher l'argent. Ce qu'ils critiquent ailleurs, ils ne l'acceptent pas eux-mêmes. C'est pareil. Parce que chacun pense que c'est le centre du monde. Tous ceux qui sont nés ici et qui ont grandi ici n'ont jamais eu un problème avec les Ivoiriens. Il y a la nouvelle génération qui est venue, qui malheureusement ne connaissent pas grand chose. Et souvent, la barrière du langage, la barrière de la culture fait que il y a beaucoup d'électricité en l'air. Nous ne sommes pas là pour casser les barrières. Parce que nous ne sommes pas là pour dire que non, par rapport à ce que j'ai fait, il ne faut pas dire ça aux Libanais. Non, non. Non, pas du tout. Moi, Hassan, 80% des donateurs sont ivoiriens. Et quand il y a quelque chose qu'un Libanais fait ou un étranger fait, je suis le premier qui me lève sur la toile pour dire hey, il faut arrêter parce que ce n'est pas normal. Mais il y a des gens aussi qui te disent non, on sait que c'est eux qui t'ont envoyé. On sait que c'est par rapport à X ou par rapport à Y. Et comme le temps est là, le temps nous en dira, ça fait plus de 5 ans les gens disent la même chose. Il y a d'autres même, on dit Hassan veut devenir maire ou ministre. J'ai dit je ne fais jamais de politique. Ils ont pris capture depuis 5 ans, ils ont mis ça au chaud. Ils attendent juste le moment. Mais
J'espère. Je ne dis jamais, jamais. Mais j'espère que ce moment ne va pas arriver. Je suis loin de la politique. Je peux apporter mon soutien à qui je veux. Je suis loin de la politique. Mais nous apportons toujours le soutien à celui qui fait du bon boulot. Super. Vu qu'on parle de la communauté libanaise, toi, tu vis dans quel quartier? Je vis à Cocody. À Cocody. Je l'ai posé à dessein, hein, parce qu'on sait que la communauté libanaise, elle est beaucoup plus retranchée dans des quartiers comme Zone 4, Marcory, voilà. Alors que toi, tu es à Cocody, c'est-à-dire que tu es en pleine intégration carrément dans ta logique, on va dire ça comme ça en griffe, ivoirienne, parce que tu te sens beaucoup plus ivoirien. C'est un sujet où il y a deux volets. L'axe Cocody à Djamé, c'est le même axe. Pour ceux qui sont vraiment nés en Côte d'Ivoire ici, qui connaissent la Côte d'Ivoire, ils ne peuvent plus aujourd'hui se lever, même s'ils ont beaucoup d'argent, aller dire on va habiter à Marcory ou on va habiter en zone 4. Ouais. Et ceux qui viennent d'arriver, pour se retrouver un peu dans la culture, ils sont obligés de rester à Marcory pour ne pas qu'ils se sentent dépaysés. Donc, c'est deux choses différentes. C'est pour ça que toujours quand il y a un tapage ou quand il y a une dispute quelque part, c'est toujours vers Marcory, on dit voilà, il y a un problème. Non. Si tu veux, la barrière, c'est Treichville qui est divisée aussi en deux. Treichville, il y a les gars parce qu'ils ont leur magasin là depuis longtemps. Ouais. Et il y a ceux qui viennent aussi habiter là. Donc, il y a beaucoup de barrières qui sont cassées. C'est clair. On voit beaucoup de mariages aujourd'hui mixtes. C'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Nous, ce n'est pas parce qu'on ne s'assoit pas pour ouvrir des débats. Ça se fait là. Est-ce que ça a une explication? Parce que cette histoire, c'est devenu un peu comme une légende où on dit que c'est difficile pour un parent libanais de donner Mais avant, un BT devait marier un BT ici. Avant, un Ivoirien devait marier un Ivoirien du même village. Oui. Dans tous les pays, ça se faisait. C'est ça. C'est maintenant que les gens ont évolué. Quand il y a eu la diaspora, ils se marient à des Français. Donc c'est beaucoup plus toléré maintenant de voir une Libanaise épouser. Mais vous avez même votre artiste de Magic System. Marie-Alina. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on travaille en backup pour casser ces barrières et on voit les résultats. On n'a pas besoin de venir toujours dire voilà, voilà, voilà. Il y a beaucoup de choses qui se font. Avec Dr Lakis, avec beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont là. On fait un travail de fond. Mais on n'a pas besoin de venir s'exposer sur les réseaux sociaux par rapport à ça. En tout cas, vous faites un très gros boulot de cohésion sociale. Mais les résultats sont quand même là. Voilà, d'intégration, c'est très, très intéressant et c'est bon à saluer. On termine rapidement par une petite note people. Ça n'allait pas échapper lors de cette interview. On voit un peu tes petites... les vannes que toi et puis Seredi vous balancez sur les réseaux sociaux. Mon bébé You. Ça, c'est venu comment, ces histoires-là? Mon bébé You, c'est une personne formidable. C'est vraiment... Celui qui a un ami comme Seredi, il faut qu'il le préserve parce que cette amitié naturelle, sans arrière-pensée, on ne trouve plus ça. Une amitié désintéressée. Seredi, c'est une personne qui s'en fout royalement de ce qu'il représente. Il est dans la gamme, il aime s'amuser, il aime rigoler, il a ce cœur d'enfant aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on s'attache beaucoup, on rigole. Et souvent, on a l'impression que vous allez un peu trop loin quand même pour des personnages publics. Hein. C'est l'impression. À la vue des gens. Souvent. Mais entre nous, on connaît nos limites, frère. Donc tout ce qu'on fait comme attachement, il n'y a pas de manque de respect. On s'amuse, on rigole, on fait des montages vidéo. D'ailleurs, même les montages que lui met, c'est moi qui lui envoie pour qu'il m'attache. Donc, on se parle pratiquement chaque jour par WhatsApp. J'essaye de voir, même quand il était à la Cannes là-bas, son état d'esprit et tout ça. Je ne peux rien lui donner. Il ne peut rien me donner. Dans toute chose, on a besoin de quelqu'un. Seredi ne va jamais m'appeler pour me dire « Hassan, j'ai besoin d'eux ». Non. Hassan, il y a un cas social. Il faut voir comment nous deux, on peut le gérer. Moi aussi, quand il y a un cas social, « Allô, bébé You, il y a un cas. Il faut voir comment on peut s'aider. » Tu vois? Lorsque tu vois quelqu'un qui a pour priorité les autres, c'est-à-dire qu'il répond à ta conception des choses, il faut rester avec lui. Et je suis avec lui aujourd'hui, je suis à lui jusqu'à demain. Il y a un petit message assez fort que tu pourrais lui faire passer à la faveur de cette interview. Continue comme tu es, ne change jamais. Il faut juste que les pleurs diminuent parce que bientôt, je suis dans la révélation. Bientôt, tu vas intégrer le staff de cette équipe de Côte d'Ivoire parce qu'on a besoin des gens comme toi qui ont cette âme et qui représentent cette Côte d'Ivoire valeureuse. On est ensemble, frère. Je t'embrasse fort. Tu nous parles de sa reconversion là, du coup, il t'a dit qu'il veut être entraîneur? Non, il m'a rien dit.
Mais m'a but, tu rien nous dit. dis qu'il a Être il dans a le sa place. staff n'est pas être entraîneur, mais un motivateur. Il n'y a pas un joueur qui est passé en Côte d'Ivoire qui a cette fougue et cette motivation à pouvoir motiver les autres. Il apporte que des ondes positives et on a besoin de lui, On va terminer par des ondes positives. bien sûr. On va terminer par un message d'espoir. Ce sera ton mot de fin pour mettre fin à cette Alors, interview. je voudrais dire aux jeunes de se mettre au travail et d'arrêter d'écouter les miracles qui doivent arriver, soi-disant. Seul le travail paye. Nous avons eu un bad buzz avec ces histoires de CAN. Il ne faut pas oublier que nous organisons la CAN 2023. Nous devons montrer à la face du monde entier que la Côte d'Ivoire est le pays qui est béni et qui sait accueillir. Et qui est le pays lui-même par excellence de la fraternité. Nous devons être ensemble pour que cette CAN soit mémorable dans le bon sens. Pour que cette Côte d'Ivoire soit citée comme exemple à travers le monde entier et que pour que le drapeau soit toujours fier et à fière allure. Et nous devons être tous des ambassadeurs de cette Côte d'Ivoire, quel que soit notre statut ou notre posture. Cette CAN 2023 est le lieu de vendre cette Côte d'Ivoire partout à travers le monde entier, de la meilleure des manières. La Côte d'Ivoire est assez célèbre, c'est le Dubaï de l'Afrique de l'Ouest, mais on n'est pas encore arrivé au stade où on veut arriver. On veut que cette Côte d'Ivoire, aujourd'hui, soit plus belle que Dubaï, soit plus belle que tous ces autres pays. Nous voulons qu'elle soit toujours en hauteur, fière, digne. Et ça passe par toi, ça passe par moi, ça passe par toute cette jeunesse, tous ces tontons, tous ces mémés. Et je sais qu'ensemble, on va accueillir tout le monde à bras ouverts ici à l'aéroport. On va les loger comme il faut. On va bien s'en occuper comme il faut. Et on va leur montrer que nous sommes une terre d'hospitalité, de fraternité, de paix et d'amour. Les jeunes, je sais que je peux compter sur vous. Et je sais que vous pouvez compter sur moi. On a une seule Côte d'Ivoire, on doit la préserver comme si c'était notre bébé. On est ensemble, Dieu vous bénisse. Et Dieu te bénisse, Guillaume Vergès. Et merci pour la lucane. Merci. Hassan Hayek était l'invité d'Actu People. J'espère qu'à la fin de cette interview, vous en saurez davantage sur lui. Ça a été un grand plaisir, en tout cas pour nous, de l'avoir reçu. Et vous l'avez vu déclamer tout son amour pour la Côte d'Ivoire. Il se considère plus ivoirien que libanais et pourtant coule dans son sang le sang libanais. C'est dire que quelque part, l'attachement qu'il a pour ce pays, la Côte d'Ivoire, va au-delà de toute considération. Chacun saura en tout cas faire sa déduction. Nous, on a pris plaisir en tout cas à vous présenter cette interview, à la diriger. Merci à toute l'équipe technique qui a été avec nous. Merci à Romaric Seri. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'était Guillaume Vergès pour Actu People. À très bientôt.